Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Cannes et dans la suite Kering et bienvenue à ce premier talk Women in Motion. Donc Women in Motion, c'est un programme qui a été fondé par Kering il y a tout juste 10 ans pour valoriser les femmes inspirantes dans le monde des arts et de la culture. Et aujourd'hui, pour inaugurer ces talks de cette 10e édition, on est ravis de vous recevoir, Juliette. Merci. Donc le public vous connaît comme musicienne, chanteuse, autrice, mais il va vous découvrir aujourd'hui dans les salles, enfin depuis hier soir même, comme actrice, grâce à Partir un jour. Vous aviez déjà fait un peu de cinéma, mais c'est votre premier rôle. Ce film, il a été sélectionné à Cannes en ouverture. C'est un film d'Amélie Bonin. Déjà, comment est-ce que vous avez vécu à la fois cette sélection, cette montée des marches et cette projection hier soir ? Tout ça est un peu surréaliste. C'est un film qui a été fait dans des conditions très familiales, très modestes. Voilà. Et le fait qu'il ait cette trajectoire-là, je trouve que c'est un très beau signal de la part du festival d'ouvrir ses portes avec un film de cette facture et réalisé par une femme. Et voilà, c'était une soirée de dingue, Caprio, puis Tarantino, puis De Niro. Bon, à un moment donné, on s'est dit, ah là, c'est ouf. Ah, mais non, il y a encore le film qui va arriver. Donc voilà, c'était un grand honneur. Et puis c'était très beau de voir une salle aussi chaleureuse parce que c'est un film voilà, assez francophone dans les chansons voilà, qui sont utilisées aussi dans le film. Et j'avais un petit peu peur de ça, que ce soit bon. Et en fait, la salle était hyper chaleureuse, très électrique, très émouvante. Donc ça a circulé, l'émotion est passée, elle est arrivée jusqu'à nous. Voilà. Je vais atterrir à un moment donné. Vous le disiez, c'est un film de femmes, et il n'y a que 3 femmes avant Amélie Bonin qui avaient ouvert le Festival de Cannes. C'était Diane Curis, Mai Wen et Emmanuelle Berco. Quel symbole est-ce que ça revêt pour vous, le fait que le festival justement ouvre avec un film de femmes, ce qui a été rare donc, dans l'histoire? C'est un signal très puissant d'accorder une place d'honneur comme ça à un film réalisé par une femme, dont l'équipe de tournage était totalement paritaire, et puis qui raconte l'histoire d'une femme de 40 ans. Ça ouvre beaucoup de perspectives, à la fois dans le message que ça donne et dans le message que ça transmet, parce que le film parle aussi de qu'est-ce que c'est qu'une femme de 40 ans. Donc ça ouvre beaucoup de choses à mon sens, et ça donne de la force. Et qu'est-ce qu'il nous dit justement sur les femmes de 40 ans, ce film? Et de pencher sa caméra sur cet âge-là de la vie d'une femme, c'est un geste pas si courant que ça. et de poser la question de la maternité ou non, de poser la question de la carrière, de poser la question de l'émancipation, à la fois par rapport au terreau familial, par rapport au diktat social aussi. Ça pose énormément de questions, et d'ailleurs ça ne les résout pas toutes. C'est ça qui est beau dans le film, c'est qu'il n'y a aucun aspect moralisateur à aucun endroit. Ça soulève le fait qu'à 40 ans, comme le disait Amélie quand elle a reçu son César, Amélie Bonin, parce qu'elle avait reçu un César pour le court-métrage qui s'appelait aussi Partir un jour, elle disait on peut avoir 40 ans, des cheveux blancs, 2 enfants et sentir qu'on est au commencement des choses. Et ça, je trouve que c'était quelque chose de très fort de dire ça. Parce que oui, c'est totalement possible de changer, d'être en pleine mutation, en pleine métamorphose à 40 ans. Tout ne se joue pas quand on a 20 ans. Bien au contraire. Donc, en ça, c'est un film qui peut parler à beaucoup d'entre nous, je pense. À vous, en premier lieu? Oui, il vous a parlé, vous êtes connecté à ce personnage, vous êtes reconnu dans son parcours? Oui, complètement. Déjà, la question de la carrière, c'est de ces enjeux-là, de vouloir réussir quelque chose, de se ressembler, soit par rapport à l'âge d'où on vient. Moi, évidemment, j'ai des parents musiciens, mon père est musicien. Donc, il y a ce jeu de miroir dans le film entre le père et la fille qui est très fort. Donc, lui, il a un restaurant routier, il fait des andouillettes frites, des bavettes, de la macédoine. Et elle a gagné Top Chef et elle veut monter un restaurant gastronomique extrêmement raffiné. Et voilà, elle est tiraillée entre la bavette et le potiron mariné au caramel fumé. Enfin, ouais. Et du coup, il y a cette espèce de tiraillement.
moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, parce que j'ai jamais eu Mes parents ont toujours été très bienveillants. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on nous a transmis? Moi, on m'a transmis la musique. Dans ma famille, ça jouait tout le temps, du matin au soir. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme pour se ressembler soi? Et pourquoi est-ce qu'il faut partir un jour? Moi, je trouve que c'est une très belle question de la poser comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire partir d'où? Pour aller vers quoi? Ouais, ça m'a beaucoup parlé. La question de la maternité aussi, elle se pose à 40 ans comme elle ne se pose pas à 20 ans. Enfin, quand on a 40 ans, quand on est enceinte, on parle d'une grossesse gériatrique, ce qui est quand même un terme assez spécial. Donc voilà, c'est des vraies questions. De poser la question aussi de pourquoi elle ne veut pas garder cet enfant. C'est pas si courant que ça au cinéma d'aborder ces questions-là. Et de comprendre son cheminement à elle, en fait, d'entrer en empathie avec sa décision. C'est puissant, je trouve, de raconter ça. Et justement, vous l'évoquiez, c'était donc un court-métrage avant d'être un long. Accompagner Amélie Bonin pour ce passage au long, ça s'est imposé pour vous et aussi porter la voix d'une femme à l'écran, est-ce que ça vous paraissait être important pour toutes les raisons, notamment peut-être que vous venez d'évoquer? Bien sûr que, de toute manière, enfin, je veux dire, un rôle où on propose de chanter du Camaro en faisant du patin à glace, je pense que c'était difficile de dire non. Mais surtout, ce qui est beau, c'est qu'Amélie, elle raconte qu'en fait, un jour, au sortir d'une projection du court-métrage, donc le court-métrage s'appelle Partir un jour, et c'était l'histoire d'un homme qui revient dans sa province. Et au sortir d'une projection, un spectateur ou une spectatrice, je ne sais plus, lui dit « Mais pourquoi vous avez voulu raconter l'histoire d'un homme ?» Et en fait, d'un seul coup, elle s'est dit « Mais c'est vrai ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas raconté l'histoire d'une femme? Est-ce que moi aussi, il n'y a pas un endroit où il faudrait que je me déplace ?» Et donc, en fait, elle s'est dit « Je vais poursuivre cette histoire que j'ai envie de continuer à raconter, d'ouvrir, d'explorer, mais à travers un prisme féminin. » Et donc, elle m'a proposé le rôle. Et c'est pour elle la première fois, c'est son premier film. C'est pour moi mon premier rôle. Il y avait beaucoup de premières fois là-dedans qui font que c'est des choses précieuses de passer des étapes aussi fondatrices ensemble. Donc c'est évident. Et puis son éthique, son esthétique, je suis complètement en accord avec ce qu'elle propose. Donc j'avais une confiance absolue. Et c'était pour moi plus facile d'entrer dans le monde du cinéma avec quelqu'un avec qui je me disais « Ok, je sais qu'à tous les endroits, j'ai confiance en sa parole et en qui elle est, en ce qu'elle veut dire. » Voilà. C'est votre premier rôle, mais avant, il y avait eu des petites participations dans des films où vous chantiez, notamment. Vous aviez un petit rôle aussi dans Rosalie, oui. Qui avait été présenté à Cannes également. Oui, c'est un beau film. Comment le cinéma est entré dans votre vie et l'envie de cinéma, elle a toujours été là chez vous? Pas du tout. Alors vraiment, non. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais au sortir de mes études. Mes parents étaient libraires quand je suis née, donc je passais ma vie. Enfin, j'étais entourée de bouquins et pour le prolongement un peu naturel de cet amour pour la lecture, c'était de dire des textes à haute voix, de les jouer, etc. Et à vrai dire, je voulais faire du théâtre, mais le théâtre, c'est pas vraiment comme le cinéma, c'est pas pareil. Et puis, ça s'est pas fait. Alors, j'ai passé toutes les écoles de théâtre possibles et personne n'a voulu de moi. Donc, bon, parfois aussi, on rate des choses et tant mieux parce que du coup, j'ai fait autre chose de ma vie sans frustration. Et je suis avant tout cinéphile, quoi. Mais de là à passer de l'autre côté de la caméra, c'était pas du tout pareil qu'un exercice de théâtre pour moi, qui est vraiment dans le spectacle vivant, où c'est une traversée dans le temps, dans le présent. Et donc au début, j'avoue, j'y allais un peu à reculons, même pour le court-métrage d'Amélie. J'étais pas sûre de vouloir le faire. Et puis mon frère, qui est réalisateur et qui avait lu le scénario d'Amélie, m'avait dit « Mais franchement, c'est 2 jours de tournage, essaye, c'est une bonne expérience. » Mais j'avais très peur de ne pas y arriver ou de sonner faux. Donc j'y suis allée vraiment par toutes petites touches. Et là, c'était 2 mois de tournage tous les jours. Bon, il fallait y aller pour de vrai, quoi. Et vous avez une éducation cinéphile? Est-ce que oui. Vous avez été... Ouais, oui. Mais après, moi, je suis une enfant des années 80, donc on avait quand même tout ce moment gros blockbuster où on avait... il y a eu quand même des grands... Enfin, le cinéma avec... il y a eu une espèce d'Indiana Jones, de Retour vers le futur, enfin, ces grands blockbusters qui nous ont bercés, quoi. Et après, tout ce qui est cinéma un peu plus français... Ça, c'est plus moi qui suis allée vers ça
Mais j'avais quand même des parents pour qui l'endroit du cinéma était un endroit sacré. C'est-à-dire, on y allait souvent. Quand on regardait un film, on faisait rien d'autre. Ouais. Et vous disiez que vous aviez essayé des écoles de théâtre et que ça n'avait pas marché. Aujourd'hui, vous rentrez carrément par la grande porte. C'est une belle leçon de résilience et aussi de se dire, c'est pas parce qu'on nous dit non un jour que ça ne marchera jamais. Ouais, et encore une fois, j'ai l'impression que, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, qu'on remercie jamais assez, peut-être, les choses qu'on a ratées. Parce qu'en vérité, il y a sans doute des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait à ce moment-là, ou en tout cas, ça ne correspondait pas à ce que je voulais vraiment vivre. Donc, j'ai fait autre chose, en fait, et je l'ai fait sans frustration. Et en fait, j'étais hyper contente. J'ai fait du documentaire pendant 10 ans. J'ai voyagé dans le monde entier. Et j'ai continué ma musique. Et voilà, et j'ai sorti mon premier album à 30 ans. Et en fait, en vérité, les choses sont arrivées tard pour moi. Mais c'est bien aussi tout ne se joue pas à 20 ans. Enfin, je veux dire, il y a aussi un endroit de connaissance de soi qui prend du temps. Enfin, ça met du temps de se connaître, en fait. C'est pas parce qu'on est soi qu'on se connaît tout de suite. Donc, je crois que voilà, j'ai mis du temps à m'apprivoiser. Ça s'est monté doucement. Et c'est peut-être, voilà, aujourd'hui, à cet âge-là, qu'une autre métamorphose est possible. C'est un peu miraculeux. Je ne sais pas si je ferai d'autres films, on verra bien. Mais c'est marrant, en tout cas, que ça arrive à ce moment-là où, quelque part, j'y croyais. Enfin, j'avais complètement oublié ce rêve, quoi. Et le cinéma, est-ce qu'il est une source d'inspiration pour la musicienne et l'autrice que vous êtes? Bien sûr. Bah oui, parce que le cinéma et la musique, c'est deux arts très fraternels. C'est-à-dire que faire une chanson, c'est déjà se faire du cinéma, d'une certaine manière. Et puis, quand on est, je sais pas, on écoute une chanson, on descend une rue, on descend pas la même rue quand on écoute Ophélie Winter ou Mozart. Donc, on voit pas la même chose. Donc, ce qu'on voit est toujours très dépendant de ce qu'on entend. Et voilà. Et j'ai la sensation que c'est deux arts qui se répondent complètement, de manière très puissante, quoi. Et vous accordez aussi une grande place à l'image, notamment vos clips. Est-ce qu'il y a toujours eu un soin très particulier là-dedans, dans le choix des réalisateurs, par exemple? Bah oui, mais bon, je sais pas trop quoi penser des clips. Parce que, en vrai, non mais, parce que c'est toujours un peu bizarre de mettre en image une chanson qui est un peu faite. J'ai toujours l'impression que ça raconte souvent autre chose que la chanson elle-même. Donc, il faut se dire, bon, tant pis, on va faire autre chose. Mais oui, j'adore. Enfin, ça m'amuse, quoi. Ça m'amuse de faire des clips. Après, c'est pas ce que je préfère. Enfin, pour moi, là où la chanson s'illustre le mieux, c'est quand elle est jouée sur scène. Ouais. Dans Partir un jour, la musique et les chansons racontent mieux les personnages qu'ils ne le feraient eux-mêmes, d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut dire la même chose de vos textes et de vos chansons? Est-ce qu'ils vous racontent mieux que vous n'arriveriez à le faire vous-même? J'espère. Enfin, ce qui est certain, c'est que... Par exemple, dernièrement, on me dit « Alors, ton album, t'as prévu quoi? Tu vas parler de quoi ?» Et je dis « Si seulement je le savais. » Parce que, en fait, la vérité, c'est que quand on finit un disque, par exemple, on se dit « Ah tiens, j'ai raconté ça. » C'est comme ça que les choses se sont dites. Donc, on ne sait jamais du tout à quoi s'attendre, ce qu'on va se raconter à soi-même. Il y a une part d'inconscient qui est très, très puissante et qu'il faut laisser infuser pour se dire. Et oui, du coup, en ce sens, les chansons sont des témoignages un peu qui nous dépassent. Je crois que c'est Dao qui disait ça. Il disait, quand on compose une bonne chanson, souvent, après, on oublie comment elle est arrivée jusqu'à nous. Il y a une forme d'amnésie. Quand on a fini, on se dit, étrange, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté ça. Et c'est très beau que ça nous dépasse et que tout soit pas conscient, précis. Je voudrais parler de ça précisément. On ne sait pas très bien de quoi on va parler et c'est ça que moi je recherche, c'est que quelque chose me dépasse. Et dans ce film, ce qui est beau, c'est que il y a beaucoup de scènes où les personnages n'arrivent pas à se parler.
par pudeur, par timidité, par fierté aussi parfois, et que ça va être la chanson qui va raconter quelque chose de soi bien mieux qu'un dialogue, et que la chanson devient le plus pertinent des dialogues, le plus vibrant, le plus puissant, et que souvent les mots des autres aussi sont beaux à dire et nous racontent bien mieux que nous-mêmes, quoi. Et justement, votre dernier album, si on l'écoute, qu'est-ce qu'il raconte de vous? Le dernier, là? Ouais. Beaucoup de choses, visiblement. Une métamorphose, je pense. En tout cas, je l'ai vécu comme ça, moi, sur scène. Je suis vraiment... j'ai changé de corps, je pense, en faisant ce disque. En le vivant sur scène, quelque chose en moi a bougé profondément je sais pas, d'une forme oh, j'ai pas le mot là, je sais pas, de sensualité, de trucs un peu rock, oui, des brûlures de l'amour, mais qui sont des brûlures salvatrices et qui nous changent, quoi, qui nous bougent. Et en fait, je suis hyper contente d'avoir fait ce disque, même si ça a été une tournée très très puissante, un peu éprouvante, et j'en suis ressortie un peu rincée. C'est un disque qui a vraiment changé ma vie de scène, de femme de scène. Pour construire une carrière et un parcours, on a besoin de piliers, de guides, de mentors. Quels ont été les vôtres? Bah, déjà, je suis une équipe qui m'entoure au quotidien, qui est absolument vraiment géniale. Je crois qu'il y a ma manageuse qui est quelque part ici, qui est là. Voilà, sans qui rien ne serait possible, vraiment. Mais c'est vraiment pas des paroles comme ça, c'est vrai. Donc voilà, c'est du quotidien, c'est tous les jours, c'est 15-20 coups de fil par jour, c'est tout ensemble qui s'écrit. Et puis, donc ça, c'est quelqu'un avec qui je forme un duo très puissant. Et puis, je suis très bien entourée aussi par ma famille, qui reste toujours un peu exigeante et en même temps qui banalise pas mal de choses. Donc, ça permet de dédramatiser. Et puis, je pense aussi, c'est un peu banal à dire, mais je pense souvent à ma grand-mère qui était une grande pianiste, mais qui n'a jamais vraiment osé faire de sa vie ce qu'elle avait vraiment dans les doigts. C'était vraiment une super pianiste. Et bon, en plus, elle ne vivait pas très loin d'ici, à Biot. Donc, je me dis souvent quand même, allez, je le fais pour elle, plein de choses, quoi. Et elle n'a pas osé, et vous, vous êtes autorisée. Qu'est-ce qui vous a permis de vous autoriser à faire ce parcours d'artiste? C'est pas un choix évident dans une vie. Non. Après, est-ce que c'est vraiment un choix? Enfin, j'ai l'impression que ça, pour le moment, les choses fonctionnent. Mais si elles n'avaient pas fonctionné, je serais quand même dans ma chambre en train d'écrire des chansons. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vital pour moi, c'est mon moyen d'expression. J'aurais pu faire plein d'autres trucs dans ma vie et être très heureuse avec plein d'autres vies, ça j'en suis convaincue. Mais la musique, c'était un endroit de confession et d'abandon qui aurait existé quoi qu'il arrive. Et après, ce qui permet, parfois c'est les autres. Parfois, c'est grâce aux autres qu'on arrive, quand quelqu'un te dit mais c'est bien ce que tu fais, vas-y. Et puis, une fois, 2 fois, et puis il y en a... Voilà, parfois, c'est ça qui fait qu'on y croit. Vous parlez souvent de votre père musicien. Lui aussi vous a poussé dans le sens vas-y, essaye, tente? Ouais, alors, mes parents, ils sont super... Et en même temps, ils sont très exigeants parce qu'ils ont pas du tout de rapport. Le succès, ça ne valorise rien, ça ne cautionne rien. C'est pas parce que ça marche que c'est bien. Oui. Donc, je me souviens, j'avais fait tout un EP, mon premier EP, avec les meilleurs producteurs. On avait fait tout un truc. J'arrive chez moi, je fais écouter à ma mère qui me fait « c'est vraiment pas bien ». Et je lui dis, c'est vraiment maman, excuse-moi, mais t'es complètement débranchée. Enfin, là, tu n'y connais rien. Elle me dit, non, mais je t'assure, réfléchis à ce que je te dis, ça n'est pas toi. Et je suis rentrée chez moi, j'ai dit, bon, ok, les parents vieillissent hyper mal. Et en fait, j'ai réécouté, et au bout de quelque chose, je me suis dit, mais elle a raison, ça n'est pas moi. Et il me manque quelque chose. Et donc, on a tout scratché, on a tout refait faire. Et je me suis mise à mon piano, aux arrangements. Je me suis dit, allez, ce ne sera pas validé par les gros producteurs, mais ce sera fait par moi. Et voilà. Et donc, c'est eux qui m'ont toujours poussée à aller puiser en moi-même les choses.
et que la seule chose qui doit compter, c'est d'être au plus près de soi. Donc c'est une exigence très puissante, parfois un peu pesante, mais c'est ce qui me guide en tout cas. Le mot sororité, il a surgi dans la sphère publique ces dernières années. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, ce mot? Est-ce qu'il a une place dans votre quotidien, notamment dans vos équipes? Bien sûr, mais moi je suis d'une génération où la question du féminisme n'était pas du tout abordée de la même manière qu'aujourd'hui. Et je dois avouer que je remercie du fond du cœur celles qui ont fait le travail que nous, on n'arrivait plus vraiment à faire. Et je pense à Angèle, quand elle a sorti son titre « Balance ton quoi », etc. Je pense à des femmes qui ont eu le courage de faire des choses que nous, on n'osait pas vraiment faire, en fait, parce qu'on venait d'une autre... quand même d'une autre époque, j'ai du mal à le dire, mais c'est la vérité. Et ce mot de sororité, effectivement, il est entré dans notre vocabulaire et on a mis du temps à le comprendre vraiment en profondeur. Et je le comprends d'autant mieux aujourd'hui que en plus, je travaille dans une industrie ultra compétitive qui peut être très blessante à cet égard. Et oui, moi, je suis entourée de beaucoup de femmes dans mon travail et je sens que c'est une génération qui nous a fait bouger, qui nous a fait bouger en profondeur sur toutes ces questions-là. Et tant mieux. Et je pense justement au film d'Amélie. Il y a une scène très très belle dans le film où l'héroïne donc retombe un peu sur son amour passé et bon, il y a une idylle qui se noue entre eux. Et il y a un moment donné où elle a des contractions et elle va chez je me lance dans un truc d'explication très compliqué. Bon, bref, il y a une très belle scène de sororité entre ces deux femmes. Là où il y a encore quelques temps, on les aurait opposées l'une à l'autre, on aurait joué une scène de jalousie. Elles auraient pu être rivales amoureuses sur le papier, on ne fait pas ça. Et voilà, et là, elles ne le sont pas. Et c'était une scène... puissante à jouer, j'arrêtais pas de pleurer. Amélie me disait mais arrête de pleurer, ce n'est pas du tout l'enjeu de cette scène. Et en fait c'était très beau parce qu'il y a juste une scène où elles se disent merci et rien que cette scène-là, elle raconte une époque qui a bougé, je trouve. Vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas si je referai du cinéma. En fait, vous en avez déjà refait puisque vous avez plusieurs films à venir et notamment vous serez le 12 novembre dans La Maison des Femmes de Mélissa Godet, qui est donc un film qui est basé sur l'initiative qu'avait lancée Gata Hatem pour aider les femmes victimes de violences. Le film, d'ailleurs, est soutenu par la Fondation Kering. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à accompagner ce propos et ce film? Parce que, déjà, je trouvais le scénario bouleversant. C'est un film choral. Ça raconte la puissance du lien entre ceux qui aident et ceux qui souffrent. Et en l'occurrence, beaucoup entre celles qui aident et celles qui souffrent. Et c'est un endroit qui montre combien la politique se joue parfois à des endroits microscopiques de la vie et combien un endroit comme la Maison des Femmes, une main tendue à cet endroit-là peut littéralement sauver des vies. Donc à tourner, c'était assez fort. Parce que je pense que c'est des récits qu'on n'entend jamais, des récits d'excision, des récits dans cette Maison des Femmes, celle qui tient cette Maison des Femmes, qui est jouée par Karine Viard, pratique la reconstruction du clitoris. Je veux dire, bon, c'est des sujets dont on n'entend jamais très peu parler, en fait. Et je trouvais ça hyper beau de mettre en lumière celles qui n'ont jamais abandonné ces combats-là, celles qui continuent malgré tous les problèmes budgétaires, l'épuisement, leurs propres problèmes personnels, à tendre la main à aider les autres, quoi. Et ça met en lumière des vies qui sont jamais récompensées de rien. Donc c'était beau de mettre la caméra à cet endroit-là. Et sincèrement, le film est sublime. Vraiment, j'ai un tout petit rôle dedans. Je joue une psy, je m'appelle Lucie. On a parlé un peu de sororité, de parité, de la façon dont les femmes doivent s'autoriser à. Est-ce que vous croyez justement à la puissance de l'art pour faire bouger les lignes sur ces questions? Oh bah oui, sinon je ne serais pas là. Bah oui, et puis il l'a dit hier... Bob De Niro. Non, il a dit hier, et puis il le dit avec la voix de l'Amérique. Donc il le dit aussi d'un endroit qui
qui est problématique. Et il l'a dit avec beaucoup d'émotion, que c'était un endroit de fédérateur. Et Juliette Binoche l'a dit aussi, je veux dire, là, on est très content de monter les marches et avoir un tapis rouge, mais l'essentiel de cette réunion de Cannes qui dure 15 jours, c'est de célébrer les histoires, les émotions, l'artisanat de l'art, les histoires qui peuvent changer une vie. Un film peut changer une vie, j'en suis convaincue, de manière concrète ou imaginaire. Nos imaginaires sont puissants. On ne doit pas se résigner à gangréner nos imaginaires. C'est un endroit de puissance politique. Donc oui, ça j'y crois très très fort. Oui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. infiniment, Juliette, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.